Bonjour à tous. C'est toujours avec un grand plaisir d'accepter les invitations de la STMI et de présenter dans les différentes manifestations de la STMI. Mon intitulé aujourd'hui, c'est « Sacrée dose au cours de la sarcoïdose », mais moi, je dirais plutôt « Sacrée sarcoïdose ». Donc finalement, la sarcoïdose, on croit bien savoir cette pathologie, on croit bien maîtriser sa prise en charge, on est peut-être en train de la banaliser devant un profil assez chronique, assez bénin. Néanmoins, cette pathologie, elle soulève encore beaucoup de questions non encore résolues. D'une part, sa physiopathogénie n'est pas encore résolue. On pense que c'est une réaction dysimmunitaire face à un agent causal qu'on ne connaît pas pour l'instant. Sa clinique et son diagnostic restent toujours d'élimination. Donc, jusqu'à nos jours, il n'y a pas d'examen complémentaire qui peut confirmer formellement le diagnostic d'une sarcoïdose, ni biologique, ni radiologique, ni histologique. Retrouver un granulome dans une biopsie ne signifie pas toujours une sarcoïdose. D'autre part, son profil évolutif, il est variable. Donc, on peut avoir des cas de rémission spontanée, on peut avoir des profils évolutifs variables entre différents patients ayant une même localisation, et même pour le même patient, s'il a des différentes localisations, ces profils, donc cette évolution aussi peut variable en fonction des organes. Donc je pense que la sarcoïdose est encore un vrai casse-tête chinois. Donc on pense que la physiopathogénie qui est actuellement admise, c'est que la sarcoïdose, elle est due à une réaction dysimmunitaire à un agent causal qui est aéroporté. Aéroporté pourquoi ? Puisque la sarcoïdose a un tropisme pulmonaire. Donc, on a pratiquement 90% des patients qui ont une atteinte pulmonaire et on pense que cet agent causal, lorsqu'il est introduit via les voies respiratoires, pour une raison ou pour une autre, et c'est surtout probablement par un polymorphisme génétique, l'organisme hôte ne peut pas se libérer de cet agent causal. Donc le système immunitaire va essayer de circonscrire cet agent causal via la formation de granulomes. Donc si on va traiter une sarcoïdose, on va finalement traiter les conséquences de cet agent causal et non pas l'agent causal lui-même. Si on va traiter une sarcoïdose par la corticothérapie, on va inhiber cette réaction inflammatoire, on va faire un nettoyage de ce granulome et c'est pour cette raison que probablement les patients vont récidiver et on va avoir des rechutes de la maladie. Actuellement, la physiopathogénie, elle est un peu revisitée. On pense qu'il y a pratiquement 3 mécanismes qui induisent la formation du granulome. Donc d'abord, il y a le mécanisme qui était le plus communément connu et décrit, c'est que l'agent causal va être introduit au niveau de l'organe cible et il va finir par former un granulome. Le deuxième mécanisme, c'est que l'agent causal, lorsqu'il est introduit dans l'organe hôte, il va former le granulome, mais ce granulome, il va faire exposer des agents ou des antigènes, auto-antigènes qui étaient jusque-là cryptogéniques, et il va induire une réaction d'auto-immunité. Et c'est cette réaction d'auto-immunité qui va être à l'origine de la formation d'autres granulomatoses au niveau d'autres organes. Le troisième mécanisme, c'est que l'agent causal, lorsqu'il est introduit au niveau de l'organisme, il ne va pas être à l'origine de la formation directement d'un granulome, mais par mimétisme moléculaire, il va finir par former une réaction d'auto-immunité, et c'est cette réaction d'auto-immunité qui sera à l'origine de la formation du granulome au niveau de l'organe hôte, mais aussi à distance. Donc ces deux derniers mécanismes, on peut avoir une disparition de l'agent causal. Et c'est probablement ces deux mécanismes qui expliquent la variabilité de l'évolution clinique des patients, ainsi que la variabilité de la réponse thérapeutique et parfois même la guérison de ces patients. La corticothérapie était la molécule, historiquement parlant, la plus prescrite au cours de la sarcoïdose. Pourquoi ? Puisque c'est des molécules qui sont peu coûteuses, donc ils sont disponibles, ils ont une action rapide et on a démontré un effet bénéfique à la corticothérapie pour le traitement de la sarcoïdose, aussi bien sur le plan clinique, radiologique, mais aussi fonctionnel. Néanmoins, donc, toutes ces études, c'était essentiellement des études rétrospectives. Il n'y a pas de haut niveau de preuve en termes de sarcoïdose pour le traitement de la corticothérapie en l'occurrence.
La corticothérapie a un effet suspensif, d'après ces différentes études, et on a même démontré que parfois on peut avoir une guérison dans le groupe placebo alors que le patient n'a pas été traité. Donc, faut-il vraiment traiter un patient qui a une sarcoïdose, et en l'occurrence pulmonaire, alors qu'on sait que la corticothérapie, finalement, n'est pas anodine? Il y a beaucoup d'effets indésirables à la corticothérapie, le diabète, l'HTA, la prise de poids. Ces effets indésirables sont seuil dépendants pour certains et d'autres, ils sont donc linéaires. Même à faible dose, on peut avoir la rétention hydrosodée, la prise de poids et le syndrome de Cushing. Donc là, se pose la question. De plus, on a démontré que le patient qui sont sous corticothérapie avait une plus mauvaise qualité de vie par rapport à ceux qui n'ont pas été traités. Plus encore, certaines formes, lorsqu'elles sont traitées, peuvent mal évoluer sous corticothérapie. Et ici, je vous montre l'exemple de la maladie de Löfgren avec une forme particulière et un polymorphisme génétique particulier, donc DRB1-03 négatif. Ces patients, lorsqu'on les met sous corticothérapie, ils vont mal évoluer et ils vont passer à la chronicité, contrairement à ceux qui ne sont pas traités et qui peuvent guérir. D'autre part, la mortalité sous corticothérapie, elle est majorée. Les patients qui sont sous corticoïdes, qui ont une sarcoïdose, la corticothérapie, c'est un facteur de surmortalité. Donc là encore, on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut vraiment cortisonner ces patients qui ont une atteinte pulmonaire? Oui, on va traiter ces patients, mais il faut choisir nos patients. Les patients qui ont une atteinte pulmonaire stade 2 radiologique, symptomatique, ils ont démontré qu'il y a un bénéfice à les traiter, il y a un gain en ce qui concerne les explorations fonctionnelles respiratoires. Plus encore, ce gain se poursuit dans le temps, même 5 ans après, et même après arrêt de la corticothérapie. Donc on a suivi ces patients stade 2, stade 3 radiologique, et on a montré que ce gain persiste. Il y a un gain qui persiste même 5 ans après l'arrêt de la corticothérapie. Donc il y a un effet bénéfique à traiter. Et c'est pour cette raison que le consensus Delphi de 2020 a conclu que les patients qui ont une atteinte pulmonaire et qui sont symptomatiques, c'est-à-dire qui ont une capacité vitale forcée entre 70 et 80 et 2 surcroît inférieurs à 70, des LCO entre 70 et 80 et 2 surcroît inférieurs à 70, les stades 2, 3 et 4 radiologiques, c'est ces patients-là qui doivent être traités. Quelle dose on va prescrire? On a montré que la capacité vitale forcée n'est pas corrélée à la dose cumulée de la corticothérapie. Et en comparant les patients qui ont eu une dose cumulée faible par rapport à ceux qui avaient une dose cumulée moindre, on a démontré qu'il n'y avait pas de différence significative. Alors que les patients, ces patients qui étaient sous corticothérapie, il y avait un effet corrélé à la dose cumulée en ce qui concerne les effets indésirables. Donc la prise de poids, elle continue à évoluer même après la corticothérapie. Et c'est une fonction linéaire. Cette étude prospective n'a pas montré de supériorité à la forte dose, donc bras à 40 mg versus 20 mg. Donc il n'y a pas de différence, il n'y a pas de supériorité à la dose de 40 mg. Et c'est pour cette raison que le même consensus Delphi préconise la dose de 20 à 40 mg par jour pour l'atteinte pulmonaire au cours de la sarcoïdose. Et on va aller à 20 mg, surtout chez les patients diabétiques, psychotiques et ayant une ostéoporose. Le consensus n'a pas été atteint si les patients sont obèses. S'il y a une bonne évolution, on va commencer à dégraisser. S'il y a aggravation, revoir le diagnostic ou changer de molécule. Et voici le protocole proposé pour l'atteinte pulmonaire. Donc on commence par 20 à 40 mg par jour pendant 1 mois, puis dégression de 5 mg chaque 15 jours jusqu'à la dose seuil de 5 à 10 mg par jour. On va maintenir cette dose pendant 6 à 12 mois et par la suite, on peut arrêter avec une dégression plus lente de 1 mg toutes les 2-4 semaines. Les Britanniques ont quelques différences en termes d'indication thérapeutique.
Donc, il commence à traiter pour une DLCE inférieure à 65% ou une chute de plus que 15%, une capacité vitale forcée de moins de 70% ou une chute de 10%. Et pour les formes chroniques qui évoluent depuis longtemps, il préconise de démarrer par 20 mg par jour. Et je vous montre l'algorithme thérapeutique de l'ERS. Donc là, c'est clair, les patients qui sont à faible risque, on ne va pas les traiter, il faut les surveiller. Ceux qui ont un plus mauvais pronostic ou ceux qui ont une altération de la qualité de vie, on va commencer un traitement par corticothérapie. Et vous voyez, la corticothérapie doit être à la dose la plus faible possible et pour avoir le moins d'effets indésirables. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque de rechute? Il y a certains travaux qui montrent que les patients qui sont tabagiques ou qui ont un haut pourcentage de neutrophiles vont plus rechuter. Ceux qui sont obèses aussi ou qui ont été mis sous corticothérapie au long cours vont d'autant plus rechuter. Et dans notre travail, on a démontré que les patients qui ont une lymphopénie, c'est un marqueur d'activité, donc ce sont probablement les formes les plus actives, les patients qui ont des calcifications radiologiques et les patients qui ont un pattern radiologique très spécifique de sarcoïdose, ce sont ces patients qui vont bien répondre à la corticothérapie et passer à la rémission. Faut-il toujours commencer par une corticothérapie? Actuellement, on pense qu'on peut démarrer par un immunosuppresseur, et en l'occurrence le méthotrexate. Et dans cet essai contrôlé randomisé, on a comparé bras à prednisone et bras méthotrexate. On commence par 15 mg par semaine, puis donc pendant un mois, puis 20 mg pendant un mois, puis 25 mg de méthotrexate par semaine pendant 16 semaines. Et puis on va donc évaluer. Et comme vous voyez sur les courbes, le méthotrexate n'a pas montré une infériorité par rapport à la prednisone. Bien sûr, la réponse thérapeutique elle est plus rapide avec la corticothérapie, mais à la fin de l'essai, les deux courbes se rejoignent en termes de gain, en termes de capacité vitale forcée. Pour l'atteinte cardiaque, c'est une atteinte qui est rare, dans 2 à 5%, mais parfois même dans des études autopsiques ou sur des IRM faites de façon systématique, on peut avoir plus de prévalence. L'atteinte, c'est surtout des troubles conductifs, mais aussi une atteinte du myocarde. La corticothérapie, il n'y a pas vraiment de travaux de haut niveau, donc de preuves scientifiques, qui démontrent l'efficacité de cette corticothérapie. Donc vous voyez ici qu'elle peut améliorer les choses dans la moitié des cas, elle peut ne pas avoir d'effet dans 40% des cas, et elle peut induire une aggravation dans 10% des cas. Et vous voyez dans certaines études qu'il y a dans 85% des patients qui ont développé des effets indésirables. La corticothérapie serait plus bénéfique si on démarre le traitement précocement, donc il y a moins de rechutes et moins d'échecs thérapeutiques. La dose prescrite, c'est, donc sur cette étude ou revue systématique, c'est entre 30 et 60 mg par jour, associés ou pas au méthylprénisolone. Et vous voyez que les immunosuppresseurs ne sont pas trop prescrits au cours de l'atteinte cardiaque, au cours de la sarcoïdose. Et là, je vous montre un cas qui était très bien illustré, et bien avec beaucoup d'iconographie et qui a bien répondu à la corticothérapie seule. C'est un BAV de 3e degré qui passe en TV après une semaine. Il a été traité par choc électrique externe et mis en place d'une sonde d'électrostimulation. Et là, vous voyez l'infiltration du cœur par donc, la scintigraphie et le PET scan. Le traitement, c'était méthylprénisolone 1 g 3 jours de suite, puis voie orale 30 mg par jour, et c'était une sonde d'électrostimulation qui était mise initialement, puis arrêtée, donc enlevée, après 15 jours, puisque le patient est passé en BAV de 1er degré, et il n'a pas rechuté après. Donc on se pose la question, est-ce qu'il faut toujours associer un immunosuppresseur pour l'atteinte cardiaque? Là, la question n'est pas encore résolue. Donc on peut démarrer par la corticothérapie, plus ou moins immunosuppresseur, en l'occurrence le méthotrexate. Les cardiologues, donc l'association américaine Heart Association, préconisent prednisone 30 à 40 mg par jour, plus ou moins immunosuppresseur. Là aussi, ce n'est pas du formel, mais il faut surveiller le patient par un PET scan. Pour l'atteinte neurologique,
C'est une atteinte qui se voit dans pratiquement 5 à 20% des cas. Elle a une atteinte, c'est une atteinte grave avec un pronostic qui est réservé. L'atteinte neurologique au cours de la sarcoïdose, elle est variable. On peut avoir une atteinte des nerfs crâniens, des leptoméninges, des nerfs périphériques. La qualité de vie, elle est entravée en cas d'atteinte neurologique au cours de la sarcoïdose, comme vous voyez dans le cas d'hydrocéphalie, d'encéphalopathie, de psychose, de séquelles parenchymateuses. Pour le traitement, c'est la corticothérapie. Et là, vous voyez que les recommandations, l'ERS, ils vont step by step. Donc, on commence par la corticothérapie d'abord. Si rechute, si corticodépendance, on va associer à un immunosuppresseur le méthotrexate. Néanmoins, cette attitude a été critiquée et actuellement, il y a un nouveau consensus Delphi qui a été fait par des neurologues, justement. Ils préconisent d'associer d'emblée un anti-TNF-alpha avec du méthylprédnisolone pour les formes suivantes, c'est-à-dire myélite sévère à modérée, pachyméningite avec augmentation de la pression intracrânienne, leptoméningite avec augmentation de la pression intracrânienne, atteinte parenchymateuse cérébrale symptomatique, névrite optique modérée à sévère. Je passe à l'atteinte hépatique. Cette atteinte peut avoir une prévalence de 50 à 80%. C'est surtout comme manifestation clinique, une perte de poids, des douleurs abdominales, une fatigue, mais elle est généralement et le plus souvent, elle est asymptomatique. On peut la découvrir à la biologie, donc cytolyse et cholestase. Et là, on a démontré que la corticothérapie n'est pas efficace en première intention. Il faut d'abord commencer par l'ursolvan. Et là, vous voyez très bien que l'ursolvan fait mieux que la corticothérapie en termes d'atteinte hépatique. Et là, je vous réfère à cette revue qui était faite par notre ami Dr Belfqi, qui a très bien revu la question. C'était une revue très didactique, donc je vous invite à la consulter. Pour l'atteinte hépatique, on commence par l'ursolvan d'abord. Si pas de réponse, on peut associer une corticothérapie à la dose de 20 mg par jour. Et si échec, on peut associer un immunosuppresseur et ainsi de suite. L'atteinte cutanée se voit dans 30% des cas. On peut avoir des atteintes spécifiques, des atteintes non spécifiques. Le traitement, là aussi, il n'y a pas d'études avec un haut niveau de preuve. C'est surtout les formes qui sont très affichantes, qui donnent une gêne esthétique. La réponse à la corticothérapie n'est pas de l'optimal, donc ce n'est pas dans 100% des cas. C'est surtout le lupus pernio qui a été le plus traité par corticothérapie et qui a montré une réponse qui est très très médiocre. Vous voyez, corticothérapie, lupus pernio, c'est 20% de résolution seulement. 50% d'amélioration avec une corticodépendance à 16 mg par jour. Les anti-TNF font beaucoup mieux, 75% de résolution de lupus pernio. Et là, je vous montre l'algorithme thérapeutique de l'ERS. On commence par une corticothérapie topique, puis corticothérapie voie systémique, associée à l'hydroxychloroquine qui a montré un effet épargne cortisonique, et si échec, méthotrexate. Donc finalement, les principes généraux du traitement au cours de la sarcoïdose se basent essentiellement sur le fait qu'on est en train de traiter une maladie qu'on ne connaît pas encore son agent causal. Donc on est en train de traiter les conséquences de cet agent causal, on n'a pas encore un traitement curatif. C'est pour cette raison que la réponse pourrait être suspensive. La réponse thérapeutique au même traitement est variable entre les individus, mais aussi entre les organes atteints. Donc, il faut bien indiquer le traitement. Si on a une atteinte qui porte préjudice au pronostic vital, si elle entrave le pronostic fonctionnel, s'il y a un retentissement sur la qualité de vie. Pour certaines localisations, on va traiter, même si le patient il est asymptomatique, pour l'atteinte cardiaque, l'atteinte neurologique, l'atteinte oculaire et l'atteinte rénale. Le patient doit être toujours au centre de notre prise en charge. C'est la qualité de vie du patient qui doit être bien étudiée. Si elle est entravée, s'il est symptomatique, on va aller vers le traitement. Sinon, on peut toujours temporiser. Et si le patient a des comorbidités, a des facteurs de mauvais pronostic, on peut aller rapidement à l'épargne cortisonique. Donc finalement, pour le traitement corticoïde, au cours de la sarcoïdose, la prescription doit être réfléchie. On doit toujours respecter l'équilibre entre efficacité et toxicité. Est-ce qu'on va vers indiquer un traitement d'épargne cortisonique
d'emblée, la question reste toujours soulevée, d'autant plus qu'on peut avoir des rémissions spontanées. Donc pourquoi exposer un patient à la toxicité d'un immunosuppresseur ou d'une biothérapie d'emblée? Donc la rémission spontanée, ça reste toujours la problématique. Donc ça laisse à demander est-ce qu'on va vraiment traiter ou pas. Donc la meilleure connaissance de la physiopathogénie, c'est la clé en fait de la meilleure prise en charge de la sarcoïdose afin d'avoir une prise en charge qui est personnalisée. Et je vous remercie pour votre attention.